Bonjour avec vous Esma, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo, on va aborder la certification STQB pour les tests mobiles. Ça s'appelle Mobile Application Testing. Là, ce que vous devez connaître, soit si vous voulez travailler dans un domaine mobile, soit que vous allez avoir la formation mais sans passer le test, mais si vous voulez impérativement passer la certification et devenir certifié test mobile, vous devez impérativement passer la certification STQB Fondation avant et par la suite, vous pouvez passer à la certification mobile parce que c'est une spécialité et la base, c'est la certification STQB Fondation. Déjà, c'est quoi la certification? Le MAT, c'est-à-dire Mobile Application Testing, c'est une certification où on va aborder tout l'ensemble des compétences et qualifications nécessaires pour tester les logiciels ainsi que la capacité de les appliquer et de les développer davantage dans le contexte des applications mobiles. Les objectifs d'apprentissage du MAT sont axés sur des problématiques et des fonctionnalités spécifiques qui sont particulièrement pertinentes pour ce type de test. Celle-ci inclut l'élaboration de stratégies de test basées sur le marché mobile, la préparation de tests compatibles avec différents types d'appareils mobiles et leurs caractéristiques, la compréhension et l'accumulation des problèmes de sécurité liés aux applications mobiles et aussi pas mal de points que vous allez avoir au niveau de la formation de la certification Mobile Application Testing. Le certificat STQB niveau fondation est une condition préalable avant de passer l'examen de test d'application mobile. Au niveau des chapitres suivants, on va aborder tous les détails de cette certification. Avant de continuer notre vidéo, je voulais vous dire que la majorité des personnes qui regardent nos vidéos ne sont pas abonnées à notre chaîne. Si vous n'êtes pas encore abonné à notre chaîne, n'hésitez pas de vous abonner à notre chaîne. C'est gratuit et d'ailleurs, vous pouvez changer votre avis à tout moment. On est maintenant vers les 10 000 abonnés. On aimerait bien que vous soyez parmi les participants à notre chaîne et comme ça, YouTube peut proposer notre chaîne à d'autres personnes et notre famille sera plus grande et ça nous donne de la motivation pour créer du contenu. N'hésitez pas aussi de liker la vidéo. Merci beaucoup. Allez, on continue notre vidéo. Au niveau de cette partie, on va répondre à la question pourquoi les tests mobiles sont très intéressants. Déjà, lorsque on compare si vous voulez accéder à un site web et vous voulez accéder à une application, vous voulez télécharger une application. Normalement, pour le site web, vous pouvez pas avoir le retour d'expérience des personnes. Il n'y a pas moyen de vérifier les avis des personnes. Mais par contre, lorsque vous accédez à une application, lorsque vous accédez à Play Store ou App Store et tout ça, la première des choses, vous arrivez à voir la note de cette application et aussi les avis des personnes. Si ce sont des avis qui sont positifs et vous trouvez que les personnes recommandent cette application et qu'il fait les fonctionnalités que tu veux au niveau de cette application, sûrement tu vas la télécharger, même si c'est une application payante, parce que d'habitude, une fois que tu as accédé à Play Store ou App Store pour la télécharger, déjà vous avez l'envie de la télécharger. Mais supposons que vous voulez télécharger l'application et là vous trouvez qu'il y a des avis via la sécurité n'est pas fiable, l'ergonomie de l'application, les fonctionnalités, le plantage où il décharge le téléphone, sûrement vous allez hésiter. Ou dans la majorité des cas, vous allez voir d'autres applications qui sont alternatives. C'est ça l'importance de tester une application et de verrouiller tous les points. Par exemple, on doit se mettre à la place du client final, comme quoi l'application ne doit pas décharger rapidement mon téléphone et il ne doit pas chauffer, il ne doit pas bloquer d'autres applications, ça ne doit pas avoir des pop-ups, c'est-à-dire plusieurs messages qui s'affichent, ou il ne doit pas avoir, par exemple, une fois que je n'ai pas l'accès à Internet, qui m'affiche des messages, que je reçois trop de messages qui me commencent à déranger. Par la suite, je vais désinstaller l'application. Du coup, c'est ça l'importance de l'application, que ce soit une application gratuite ou payante et tout ça. On doit la tester correctement parce que on est jugé par les utilisateurs finaux et le jugement reste toujours présent au niveau des plateformes où on a ces applications telles que par exemple le App Store et le Google Store et tout ça.
Et la première des choses qu'on a, c'est l'accès à ces avis et la note de cette application. Et ça peut changer beaucoup au niveau de notre décision pour l'installer ou pas. Surtout si c'est un problème lié à des messages d'erreur ou si les fonctionnalités ne fonctionnent pas ou si on a des problèmes de sécurité. Si vous avez des problèmes, par exemple, des paiements répétitifs, vous devez payer une seule fois et les personnes réclament qu'ils ont eu des paiements deux fois, sûrement vous allez hésiter parce que vous ne voulez pas retomber dans le même cas que des autres personnes et sûrement vous allez chercher d'autres alternatives et passer à une autre application. C'est pour cela on doit s'assurer que notre application a tous les clés nécessaires pour réussir et pour rester concurrentiel au niveau du marché. On propose un produit, il doit être en bonne qualité pour qu'on est sûr de la continuité de notre application au niveau du marché. Au niveau de cette partie, on va avoir ensemble données d'analyse mobile. Déjà, on signifie quoi par rapport aux données d'analyse mobile? Supposons, on travaille dans une société qui veut faire des applications mobiles et on doit les tester. Normalement, lorsqu'on doit le tester, on doit savoir sur quel équipement on doit le tester. C'est sûr, c'est sur un mobile, mais c'est quel type de mobile, quelle version, et la version, c'est quel navigateur. Tout ça, on doit le vérifier. Supposons qu'on travaille dans une grande multinationale, ils ont un budget, on peut prendre par exemple 6 équipements et là, on doit s'assurer, est-ce qu'on va acheter que des iPhones? Non. Est-ce qu'on doit acheter que des Samsung? Non. Mais comment on va s'assurer qu'on a acheté les bons équipements pour qu'on puisse couvrir l'ensemble des tests? Tout ça, normalement, on le fait, on analyse avant qu'on achète les équipements. Supposons là, si la société déjà travaille dans le domaine, ils ont déjà les équipements, ça se peut que vous allez utiliser les mêmes équipements. Mais là, les tendances actuelles changent et aussi d'un pays à un autre changent. Et aussi, si vous travaillez en freelancing, ça dépend aussi du pays. Si par exemple, vous travaillez pour un projet qui est au Canada ou aux États-Unis, on est sûr qu'il utilise les iPhones plus qu'ici en France. D'accord? C'est ça. Et ça, c'est statistiquement prouvé. Vous pouvez juste vérifier au niveau des statistiques et vous pouvez savoir quel équipement vous pouvez le tester pour quel pays. Et normalement, on doit savoir notre application cible quel type de pays, quel type de personnes et par la suite, on peut choisir nos équipements. Et lorsqu'on choisit les équipements, on doit choisir les navigateurs. Est-ce qu'on va utiliser, on va tester sur tous les navigateurs ou on va tester par exemple que sur Google Chrome ou Firefox ou sur Safari. Tout ça, on doit le vérifier. Et aussi, après les navigateurs, on doit vérifier les versions. Parce que là, est-ce que je dois tester toutes les versions d'un navigateur, par exemple, toutes les versions du Google Chrome? Non, c'est pas possible. Du coup, on doit vérifier les versions qui sont les plus utilisées au marché. Normalement, on fait ça à partir de quoi? Il y a un site pour les personnes qui sont certifiées au niveau de l'STQB, pour les personnes qui ont déjà travaillé au niveau de mobile. Ils savent qu'on utilise un site qui s'appelle State Counter. Je vais vous laisser le lien. Là, je vais vous montrer. Pour ce site State Counter, vous pouvez voir par exemple ce qui est le plus utilisé. Par exemple, ici, on a l'Android, Windows et par la suite, on a l'iOS. Et par la suite, on a rarement qu'on utilise Linux. Ça, on le fait comment pour faire les vérifications? Déjà, on choisit, supposons qu'on veut par exemple que pour, on a dit ici, on a l'Android. Parce que là, on a la France. Supposons que je vais changer United States, c'est-à-dire les États-Unis. On va voir que pour eux, c'est l'iOS et non pas l'Android. Au cas où vous voulez avoir plus de statistiques, vous pouvez vérifier au niveau de market share, c'est-à-dire ça c'est au niveau de l'iOS qui est utilisé. Est-ce que c'est Android, est-ce que les iPhones et tout ça. Et vous pouvez vérifier au niveau de browser, c'est-à-dire les navigateurs. Vous pouvez vérifier aussi si vous avez un budget limité et vous voulez faire une application. Est-ce que vous allez la faire mobile ou application? Ou par exemple pour les tablettes, est-ce que vous avez la possibilité de le faire pour les trois? Et est-ce que déjà c'est intéressant pour les faire pour les trois types? Tout ça, vous pouvez le vérifier. On va découvrir ça ensemble pour que vous aurez une idée. Ça déjà maintenant on a dit. On va voir par exemple ici, je prends la France et je vais vérifier par exemple au niveau des tablettes et mobiles. Là, ici en France, il me dit que 58% de personnes utilisent le mobile.
D'accord? Et là, par la suite, 39% utilisent les applications au niveau du PC et par la suite, que 2% qui utilisent les tablettes. Supposons on a un budget limité et par la suite, si notre application fonctionne correctement et tout, on peut ajouter d'autres options. Avec quoi on peut commencer? On doit commencer avec le mobile. D'accord? Et par la suite, on peut faire comme quoi elle fonctionne aussi sur les PC. Mais par la suite, pour les tablettes, c'est que 2%. D'accord? Il faut prioriser les choses. Il faut savoir comment on fait ça. Tout ça, on le fait statistiquement. Et pour ce site, elle est validée, c'est-à-dire elle est fiable. Il donne les bonnes informations. Et là, normalement, juste si vous vérifiez, ça se peut, si vous passez pas par des statistiques qui sont prouvées, vous allez dire non, je sais que la majorité au niveau de mon entourage, il utilise les iPhones, mais ça se peut que pour le payer, supposons que vous allez utiliser une application pour payer, là, il l'utilise, mais il s'intéresse pas, par exemple, au niveau des iPhones. Et là, vous avez créé une application pour rien. Du coup, il faut comprendre, il faut savoir votre target, c'est-à-dire les personnes qui vont utiliser votre application, ils sont situés où géographiquement et est-ce qu'ils utilisent par exemple, le navigateur, quel type de navigateur. Là, on va voir ça, par exemple, au niveau de browser. Là, par exemple, ici en France, on utilise Chrome et par la suite Safari et par la suite Edge. Et là, ici, Firefox. Supposons on veut tester sur que 3. C'est mieux qu'on teste sur Chrome et par la suite Safari et par la suite Edge. C'est pas la peine qu'on teste sur les 3 qui restent parce que là, il n'y a pas un grand nombre de personnes qui l'utilisent. Je vais essayer. Là, on a dit que c'est Chrome qui est premier. Supposons que je vais changer vers Canada. Toujours, c'est Chrome qui est utilisé. Du coup, au cas où j'ai une application qui doit cibler les personnes en France et les personnes qui sont au Canada, on a gardé que toujours les 3, ils sont Chrome, Safari, Edge. Et au cas où, on doit avoir aussi pour les États-Unis la même chose. Si je rajoute India, Chrome, on attend Chrome, Safari, Opera. Du coup, si d'après les vérifications qu'on a effectuées sur 4 pays, India, les États-Unis, Canada, la France, on a trouvé qu'on a toujours les 2 premiers qui sont au marché, c'est Chrome et Safari. Du coup, si on doit dérouler nos cas de test, c'est mieux qu'on doit les passer sur Chrome et Safari, ça c'est sûr, pour couvrir l'ensemble des tests, puisqu'il y a plusieurs clients qui vont utiliser ces 2 navigateurs. Comme j'ai dit tout en bas ici, il y a plusieurs, soit au niveau de la version, soit au niveau si vous voulez faire le choix entre les tablettes et les mobiles et les desktops. Et ça, c'est très bien parce que vous donnez des chiffres qui sont factuels. Vous faites, par exemple, lorsque vous faites, par exemple, vos statistiques, vous allez mentionner pour quelle date vous avez effectué ces statistiques. Et voilà, nous, on constate que, par exemple, on doit tester sur Chrome et sur Safari parce que statistiquement, voilà ce qu'on a eu pour les statistiques du mois d'avril 2022 et voilà les pourcentages. Du coup, on se base sur quelque chose qui est fiable, des statistiques au monde entier et là, on peut cibler par exemple les bonnes personnes géographiquement. On s'assure qu'on doit couvrir l'ensemble, la majorité des cas de test lorsqu'on va effectuer les tests sur les équipements. Là, on retourne à notre... Là, on a dit, on a besoin d'acheter par exemple 6 équipements. Ça se peut qu'on va acheter, comme on a dit, un iPhone, un téléphone Samsung peut-être pour tout ce qui est Android. Et par la suite, on va installer sur un Chrome, sur l'autre un Safari. Et par la suite, on va vérifier au niveau des versions, les versions qui sont très utilisées au niveau de marché. Et du coup, là, on peut commencer on peut commencer notre campagne de test. C'est juste pour comprendre qu'on ne va pas tester juste au hasard. Juste, on prend n'importe quel téléphone avec n'importe quel iOS, avec n'importe quelle version de navigateur et on teste. Normalement, on se base ce qui est demandé au niveau du marché. Et là, lorsque vous travaillez en freelance, ça se peut que vous allez travailler pour des personnes qui sont aux États-Unis, pour des personnes qui sont au Canada. Et normalement, si vous travaillez à distance, vous allez communiquer, vous dites que quoi statistiquement, vous avez besoin de tel ou tel équipement. Ça se peut que la société va vous envoyer ça ou il va vous donner un budget pour
pour le prendre et par la suite le facturer à la société. Et lorsque vous terminez vos tests, vous pouvez renvoyer l'équipement que vous avez utilisé et votre rapport de test, vos cas de test, l'ensemble de vos cas de test. Et par la suite, en se basant sur ça, ils peuvent envoyer l'application en production ou de faire des corrections et par la suite de revenir vers vous pour le tester. Du coup, c'est mieux de comprendre les choses que de lancer directement sur les tests sans comprendre comment déjà on fait pour choisir les bons équipements. Au niveau de cette partie, on va voir ensemble le modèle d'affaires pour les applications mobiles ou le business model. Ça se peut si vous travaillez avec des sociétés qui ont le jargon anglais, vous allez entendre le business model. Qu'est-ce qu'on signifie par le business model? Tout simplement, lorsqu'on commence la création d'une application mobile, on doit comprendre pour quel intérêt. Est-ce que vraiment on doit faire une application mobile qui va être gratuite ou une application qui va être payante? Et si on choisit qu'il soit gratuite, c'est quelle alternative pour une gagne d'argent? Est-ce que vraiment on va avoir que par exemple de la publicité? On va avoir des revenus via la publicité. Par exemple, lorsque vous faites des applications, des jeux, ça se peut lorsque vous êtes en train de jouer, ils vont vous demander pour passer à l'étape suivante, de regarder cette publicité, d'appuyer sur OK ou de télécharger une application pour pouvoir passer à l'étape suivante. Ça, c'est les applications freemium, c'est-à-dire ils sont free, mais soit là, ils génèrent quand même des revenus, mais avec d'autres alternatives. C'est pas vous qui va payer, mais plutôt en regardant de la publicité. C'est comme eux, ils vont gagner auprès de fournisseurs de cette publicité. Là, par la suite, il y a des applications qui sont vraiment gratuites, mais ils ont un autre but, tel que par exemple votre application bancaire. Elle est gratuite, elle est destinée pour votre utilisation, mais parce que les autres banques proposent des applications bancaires. Et du coup, si votre banque ne propose pas une application bancaire, ça se peut que vous allez changer de banque. Du coup, quand le concurrent a déjà cette application, on doit proposer nous aussi pour nos clients une application gratuite. Ça, c'est vraiment pour le type d'entreprise qui font des applications pour un but, soit d'informer les clients, pour être à l'écoute du marché et aussi pour qu'on puisse informer nos clients via notre application. Si peut-être on a une promotion, on va envoyer ça via notre application et ça se peut qu'il va nous générer d'autres clients, soit qu'on va demander qu'ils parrainent par exemple leur famille et ils vont avoir par exemple 100 € de plus, ou par exemple s'il y a une promotion au niveau d'un type carte, par exemple le Golden Card, et s'il passe d'un offre à un autre, il va l'avoir gratuitement. Par la suite, l'année prochaine, c'est à 20 € de plus. Du coup, ça se peut qu'il y a une communauté qui va accepter. Il va dire que cette année, c'est gratuit. Je veux profiter, par exemple, du Golden Card. Ça, c'est un exemple. Et par la suite, la société vise que les clients passent à un autre type de carte. Garder le contact avec ses clients, proposer, avoir d'autres clients à partir de mes clients actuels. Du coup, il y a plusieurs types et c'est pour cela on doit s'assurer, on doit comprendre, on doit dès le début savoir le business model de notre application. Est-ce qu'il doit être gratuitement à 100% ou il va être gratuit, mais on va générer quand même des revenus pour mettre à jour l'application, pour payer les développeurs, pour payer les personnes qui vont effectuer le design, pour les personnes qui vont effectuer le test, ou carrément c'est gratuit, mais on a un autre but. Ou par la suite, il y a les applications qui sont payantes. Par exemple, pour télécharger l'application, il faut payer. Par exemple, l'application de Netflix, il y a des jeux qui sont payants. Mais ici, le risque, lorsque vous proposez une application payante, soit que vous êtes les seuls au marché que vous proposez des fonctionnalités qui n'existent nulle part, et du coup, on va aimer d'aller vers ces applications, soit vous êtes sûr que vous avez des fonctionnalités qu'on va pas les trouver. Ça se peut que le concept est déjà présent. Par exemple, les applications par exemple, pour l'apprentissage des langues. Supposons, moi, je veux apprendre la langue japonaise. Je vais vérifier au niveau de App Store ou le Play Store. Je vais trouver qu'il y a plusieurs applications
qui sont gratuites et tout. Mais par la suite, ça se peut que je vais trouver une application qui est payante, mais qui propose par exemple un accompagnement avec le formateur et des choses de plus qui va m'attirer pour payer cette application. Du coup, pour qu'on passe à des applications, pour qu'on propose une application payante, on doit être sûr qu'il va être vendable parce que ça sert à rien qu'on crée une application et par la suite, on n'aura pas la possibilité de la vendre ou ça va être difficile à convaincre les clients de prendre notre application. Il y a aussi les types d'applications qui vous proposent, par exemple, un type, par exemple, on prend l'application, par exemple, Jira. Vous avez une partie qui est gratuite, mais au cas où vous voulez d'autres fonctionnalités, c'est là où vous passez à un autre, vous pouvez migrer vers l'offre payante. Du coup, vous avez les deux choix. C'est comme on attire nos clients, qu'ils restent avec nous, qu'ils utilisent notre application, qu'ils ont l'habitude d'utiliser et par la suite, s'il peut passer à d'autres alternatives, il doit payer. Moi, ça m'arrivait, j'ai eu une application pour tout ce qui est la gestion quotidienne, par exemple les courses, les repas, le temps et tout, ça m'aide beaucoup. Et il y avait des fonctionnalités qui sont payantes. Au début, je n'ai pas intéressé à cette partie parce que je me suis dit, tout ce que j'ai maintenant est suffisant. Mais vraiment, j'ai trouvé qu'il propose des choses, par exemple des solutions, les rappels et tout. Et moi, j'ai aimé cette notion parce que là actuellement, on note plus dans des agendas et du coup, on a besoin de quelque chose qui est virtuel, qui va nous donner des rappels, plutôt pour faire nos courses, pour nos enfants. On a plein de choses et du coup, si on a une application qui englobe ça, pour moi, je l'ai utilisée, je paye cette application mensuelle et je suis satisfaite. Du coup, en se basant sur ça, ça se peut que ça intéresse plusieurs personnes. Et ça, c'est juste nous, pour l'organisation, ça se peut qu'il y ait d'autres applications qui vont attirer un type de personnes. Par exemple, pour les amateurs du sport, si on leur donne tout ce qui est lié au sport, les détails nécessaires, s'ils ont la possibilité de participer à des webinaires, à des communications, ça se peut que les personnes qui sont intéressées par le domaine du sport, ils vont intéresser à ce type d'application. Du coup, lorsqu'on fait le business model, on doit comprendre, on doit savoir notre besoin et cibler, savoir le type de personnes qu'on va cibler. Est-ce qu'ils sont capables à payer ces applications ou juste elle va être gratuite pour qu'ils restent avec nous ou qu'ils passent par la suite, on va les convertir d'être nos clients pour de futures applications. Ou par exemple, en regardant juste par exemple les jeunes qui n'ont pas la possibilité d'acheter des applications, on fait des applications pour les jeux et aussi pour les apprentissages des langues et tout ça, gratuites, mais on a toujours la publicité et avec cette publicité, on génère des revenus. On doit noter tout ça avant d'élaborer l'application parce que lorsqu'on fait une application payante et par la suite, on n'a pas les personnes qui achètent, ça c'est pas très bien. Et aussi ça se peut qu'on fait l'application gratuite et si on la fait payante, c'était intéressante pour nous parce qu'il n'y a pas c'est une application exceptionnelle, il n'y a pas de concurrent au niveau de marché, c'est nous qui propose quelque chose d'exceptionnel et du coup c'est raté, on l'a fait gratuitement. Et maintenant, on doit penser à la changer pour la mettre payante et c'est ça, il faut comprendre, il faut déjà faire une stratégie d'élaborer votre business model, comment vous voulez travailler au niveau de votre application avant l'élaborer et la mise en ligne de cette application. Au niveau de cette partie, on va voir ensemble les types d'applications mobiles. Les types d'applications mobiles sont trois, natives et basées sur le navigateur et le hybride. On va faire comment pour distinguer un type d'application mobile, que ce soit natif ou basé sur le navigateur ou hybride. Normalement, il y a des particularités, on va les voir tous en détail et par la suite, c'est à partir de là, on peut choisir sur quel type d'application mobile on va travailler. Supposons qu'on a une équipe de travail de développeurs, quel type d'application on va choisir pour que les développeurs commencent à travailler. Et par la suite, pour le testeur, c'est mieux qu'ils savent quel type d'application mobile pour qu'ils puissent effectuer ces tests. Ça, c'est très important. Pour le client final, par exemple, le client lambda, il va installer l'application au niveau de son mobile et n'est pas censé de savoir est-ce que cette application est native ou basée sur le navigateur ou hybride. Là, on va voir un par un et par la suite,
on va voir la différence. Pour le native application, la native application, c'est comme on a vraiment une application dédiée que pour l'App Store et une application dédiée que pour le Play Store et une application pour le Windows Store. C'est comme on a 3 applications si on veut le distinguer. Et chaque application, elle a son développement à part, son test à part et du coup le déploiement à part. C'est comme on a ici une application sur 3 plateformes et sur ces 3 plateformes, on a vraiment 3 équipes qui travaillent. Ça coûte très cher au niveau de développement, au niveau de testing parce que ici, c'est comme on a recruté 3 équipes. Par exemple, une équipe au niveau de l'Android, des développeurs au niveau qui maîtrisent l'Android et une équipe qui maîtrise l'OS pour qu'ils puissent développer au niveau tout ce qui est, par exemple, les iPhones. Là, ça coûte très cher, mais au niveau des sociétés qui ont la possibilité pour avoir un budget très élevé, ils utilisent les natives applications, les grandes structures, et ils utilisent les natives applications, puisque là, ils ont de la bonne performance par rapport aux autres types. Même si le client final peut pas faire attention au niveau de type, mais c'est bien d'avoir ça. Là, on va dire, par exemple, des exemples de ces applications. On peut avoir, par exemple, Facebook, LinkedIn et, par exemple, Google Maps, que vous pouvez le trouver. Ça, on le fait pour maximiser les chances qu'on n'aura pas des problèmes. Et lorsqu'on commence le développement de ces applications, si on trouve une anomalie ici, ça se peut qu'on va pas le trouver ici parce que ça, c'est un développement à part et ça, c'est un développement à part. Les personnes qui développent au niveau de l'iOS, ça n'a rien à voir avec les personnes d'Android. Et du coup, si l'équipe d'Android, ils ont effectué des anomalies ou ils ont un problème, ça se peut qu'on va pas le trouver au niveau de l'iOS. Mais c'est juste ici, le coût est très cher comme on a 3 équipes qui travaillent sur les applications, chacun pour l'héberger dans une plateforme. Là, maintenant, on a le web application. Le web application, c'est tout simplement lorsque, par exemple, vous ouvrez Facebook depuis votre navigateur. Vous allez me dire, non, c'est un site web. Mais non, c'est pas un site web, mais plutôt c'est une application de type basée sur le navigateur. Il y en a beaucoup au niveau du marché. Pourquoi on le fait? Tout simplement, ils sont simples au niveau de développement, parce qu'on ne va pas demander d'avoir des personnes qui ont d'expertise au niveau de l'Android ou l'iOS. Du coup, cette option est moins chère par rapport à la première et aussi au niveau de développement est très facile par rapport à la première. Ici, c'est comme on a 3 équipes qui développent et chacun à part. Et ici, ici c'est 3 équipes et ici, une seule équipe peut faire l'affaire et c'est moins cher par rapport à ce type d'application mobile. Mais là, on doit savoir c'est quel, par exemple, navigateur on doit effectuer nos tests, nous, comme on va effectuer les tests mobiles pour comprendre mieux. Là, ici, par la suite, le 3e type, c'est le hybride. Là, le hybride, on peut dire c'est un mélange entre les deux. D'accord? C'est juste, on peut avoir l'application au niveau de l'App Store, aussi au niveau de Play Store, et aussi on peut l'ouvrir au niveau de navigateur. Ici, la particularité, comme quoi vous pouvez avoir, par exemple, l'accès à votre application, même si vous n'êtes pas en ligne. Ça nous arrive, par exemple, lorsqu'on est à l'aéroport, on n'a pas la connexion Internet, mais quand même, on veut afficher, par exemple, notre ticket de transport et tout ça. S'il est déjà enregistré au niveau de notre boîte mail, on peut accéder à notre boîte mail, et même si on n'a pas de connexion Internet. Ça nous arrive lorsqu'on est en voyage à un autre pays, on n'a pas encore acheté de carte puce, mais on a juste notre application qui est installée avec déjà les emails téléchargés. On peut avoir l'accès à cette application. Par contre, il y a des applications, une fois vous n'avez pas l'accès à Internet, vous n'arrivez même pas à l'ouvrir. Rien ne s'affiche. Là, aussi, au niveau de l'hybride, c'est comme on peut dire, c'est un mélange entre les deux. Et aussi, vous pouvez accéder offline au niveau de cette application. Vous allez me dire ce qui est mieux par rapport à ces 3. Et ça reste au niveau de la stratégie de la société. S'ils ont un budget, ils veulent cibler de beaucoup de clients. Si par exemple l'utilisation est fréquente, par exemple
Google Apps, par exemple, le Google Maps, par exemple, on l'utilise tout le temps pour se déplacer. Lorsqu'on voyage, on l'utilise pour, par exemple, visiter des monuments où on ne sait pas l'adresse. Du coup, il est très utilisé et l'utilisation est fréquente par rapport à plusieurs utilisateurs. Du coup, c'est mieux d'investir au niveau de native application. Mais pour, par exemple, juste un e-commerce, tu veux faire de la publicité et tout ça, ça se peut qu'il va faire n'importe quel type. Pour les grandes structures, dans la majorité des cas, ils utilisent les natives applications ou les hybrides applications, mais les trois types, ils sont très bien. Pour un testeur, c'est mieux qu'ils savent les types d'applications. Comme ça, lorsqu'il travaille avec une équipe, il sait, parce que lorsqu'on va tester, par exemple, une web mobile ici, on va tester le navigateur. C'est comme on est en train de tester une application simple, mais ici, on va vraiment tester la partie Android, la partie OS, et c'est ça qui a la particularité pour savoir la différence. Si on doit effectuer les tests, qu'est-ce qu'on doit tester, sur quel navigateur? On retourne à la partie précédente où on a dit, il faut comprendre, par exemple, le type de navigateur, les versions, par exemple, sur quel équipement. Tout ça, ça joue un jeu très important pour la performance de notre produit final. Là, au niveau de cette partie, on va voir l'architecture d'application mobile. Il y a plusieurs testeurs qui travaillent au niveau des tests mobiles et tests d'application, mais ils ne savent pas l'architecture d'application mobile. Normalement, vous devez savoir ça parce qu'il va vous donner une valeur ajoutée par rapport à d'autres personnes. Et aussi, c'est mieux de comprendre les choses pour savoir comment ça se passe. Et aussi, lorsque vous voulez passer, par exemple, un responsable d'une équipe de test mobile, vous devez savoir l'architecture d'application mobile. Là, lorsqu'on parle de l'architecture d'application mobile, c'est les décisions architecturales comprennent l'architecture côté client. Là, souvent, vous entendez client lourd, client léger, mais déjà, c'est quoi la différence entre un client léger et un client lourd? C'est ce qu'on va voir. L'architecture côté serveur, telle qu'une architecture simple ou multi-tierce, ça, déjà, où il faut comprendre, lorsqu'on part au niveau de serveur, est-ce que c'est une architecture simple ou multi-tierce, le type de connexion tel que le Wi-Fi, données cellulaires, communication sans contact, le NFC ou le Bluetooth, les méthodes de synchronisation de données telles que le store and forward, le push ou le pull, communication synchrone et asynchrone. Il faut comprendre ces choses-là pour savoir maîtriser l'architecture. Là, vous allez me dire déjà c'est quoi client lourd, client léger. On va voir ça en détail au niveau des parties. Là, au niveau de la partie, les décisions, comme on a dit, soit qu'il y a un client léger ou un client lourd, tout simplement, lorsqu'on parle de client léger, ne contient pas de code d'application personnalisé sur l'appareil et utilise au minimum les fonctionnalités de système d'exploitation mobile. Ici, on n'a pas besoin d'avoir, par exemple, de développement dédié que pour chaque plateforme. Du coup, ici, on ne parle pas de type natif. Ici, on parle de type, par exemple, dédié pour les navigateurs. Par exemple, le type de type navigateur. Et là, ces applications utilisent généralement pour implémenter la logique côté client, le navigateur web comme front-end et JavaScript comme langage. D'accord? Déjà ça, lorsqu'on a parlé des types, on a parlé comme quoi c'est pas ça, on parle pas de type natif, on parle pas de type hybride, mais plutôt on parle de type qui est basé sur le navigateur. Au cas où vous avez eu vous voulez savoir, pour les baser sur le navigateur, c'est les clients légers. On a dit qu'ils sont simples au niveau de développement. Ça ne nécessite pas qu'on va avoir 3 équipes pour effectuer le développement pour chaque plateforme, mais plutôt c'est simple. C'est juste navigateur web et de la JavaScript comme langage. Là, par la suite, ici, on a parlé de clients légers. Là, maintenant, au niveau de clients lourds. Le client lourd, peuvent avoir plusieurs couches de code d'application et utilisent des fonctionnalités du système d'exploitation mobile. Il s'agit généralement d'applications natives ou hybrides. Ça, on a dit pour comprendre, par exemple, lorsqu'on parle pour retenir, lorsqu'on parle de client lourd, c'est l'hybride et natif. Et lorsqu'on parle de client léger, c'est l'application qu'on dit
comme Facebook lorsqu'on peut l'ouvrir depuis le navigateur. C'est simple au niveau de développement, ça coûte pas grand chose au niveau de coût financier du projet. Et ici, lorsqu'on parle de clients lourds, c'est les applications qui coûtent très cher, mais aussi au niveau de la performance, ils sont très élevés. Et c'est là le type native ou hybride. Là, toujours au niveau de l'architecture d'application mobile, il faut comprendre des définitions pour savoir gérer l'architecture d'une application mobile. Les architectures, on a dit, il y a côté serveur et aussi qu'on a dit un seul niveau où il y a le multi-tierce. C'est quoi la différence entre architecture à un seul niveau, la NDT, single tierce, ou les architectures multi-tierces? Là, tout simplement, la première, on a dit que tous les serveurs sur la même machine. Ça, il a un risque au niveau de la sécurité. Au cas où on a l'accès à tout dans le même endroit, si on a eu un problème, un faille de sécurité au niveau de cet endroit, ça se peut qu'on perd tout notre travail. Et si au niveau de l'architecture multi-tierce, on a le travail, on a réparti les composants côté serveur au travers de différentes unités. Les architectures à 2 niveaux impliquent des serveurs web et de bases de données distinctes, tandis que les architectures à 3 niveaux comprennent également un serveur d'application. Les architectures à plusieurs niveaux permettent la séparation des responsabilités, assurent la spécialisation des bases de données et offrent une meilleure flexibilité, une meilleure évolutivité et une meilleure sécurité. Toutefois, ils peuvent être beaucoup plus coûteuses à développer. D'accord? Au cas où on veut faire la différence entre les deux, au niveau de l'architecture un tierce et l'architecture multi-tierce, ici on a tout le travail est enregistré sur la même machine. Ici, il est réparti au niveau de plusieurs endroits. Au cas où on a eu un faille de sécurité au niveau d'une partie, on va avoir un problème que au niveau de cette partie, mais on va pas perdre l'ensemble de notre travail. Et au niveau du travail, lorsqu'on a au niveau du budget, pour les sociétés qui n'ont pas un budget élevé, ils passent vers les architectures côté serveur un seul niveau. Et ici, pour les sociétés qui exigent, qui doivent avoir un niveau de sécurité très élevé, et aussi ils ont les moyens de faire par exemple les applications natives et hybrides, ils passent vers les architectures multi-tierces. Du coup, on doit comprendre tout ça parce que ça change au niveau de facturation, au niveau du projet. Si on veut faire une architecture multi-tierce, c'est pas comme une architecture single tierce. Ça n'a rien à voir les deux parce que ici, comme on a dit, tout est concentré sur le même endroit et ça, c'était pas très bien côté sécurité. Ici, ils sont partagés, ils sont divisés, ils sont répartis sur plusieurs endroits et on assure une meilleure qualité par rapport à la première architecture. Là, lorsqu'on définit l'architecture d'application mobile, on doit comprendre un point très important au niveau de la méthode de connexion. Là, normalement, au niveau de la méthode de connexion, c'est juste est-ce que notre application a besoin de la connexion Internet tout le temps. Par exemple, les applications de navigation, si je veux me déplacer d'un endroit X vers Y, je dois lancer l'application, je dois me positionner au niveau de localisation et par la suite, je lance l'application pour il va me dire est-ce qu'il y a des bouchons ici, le trajet le plus rapide, tout ça, on a besoin de la connexion Internet. Par exemple, pour regarder des vidéos sur YouTube, on a besoin de la connexion Internet. Du coup, tout ça, ce sont des applications qui nécessitent d'avoir l'accès à Internet. Là, il y a des applications jamais connectées, fonctionnent hors connexion, ils n'ont pas besoin d'être connectés. Par exemple, au niveau de notre téléphone, on a des applications telles que, par exemple, calculatrice. Elle est simple et c'est aussi, il est installé au niveau de notre smartphone, par exemple. Il n'a pas besoin d'être connecté pour récupérer des mises à jour ou pour récupérer une information en tout le temps opérationnel. Il n'a pas besoin d'être connecté à Internet. Et là, on a aussi des applications qu'on peut dire qu'ils ont besoin pour récupérer quelques fonctionnalités, on dit partiellement connectées.
Par exemple, vous avez la majorité des fonctionnalités, mais vous avez besoin d'accéder à Internet pour télécharger d'autres fonctionnalités. Le cas, par exemple, au niveau des histoires d'enfants, ça se peut que vous téléchargez les applications pour les histoires d'enfants, mais par la suite, au cas où vous voulez passer à des étapes supérieures, ou vous voulez entendre la voix et tout ça, ça nécessite de télécharger quelque chose au niveau de l'Internet, ou ça nécessite impérativement d'accéder à Internet. C'est ça, il y a des applications jamais connectées qui sont déjà au niveau de nos téléphones, par exemple comme calculatrice, des applications partiellement connectées que par exemple même si vous êtes par exemple à l'avion ou vous n'avez pas accès à Internet, vous pouvez utiliser cette application, mais l'utilisation peut être limitée parce que pour d'autres fonctionnalités vous devez impérativement être connecté à Internet. Et d'autres applications, si vous n'avez pas l'accès à Internet ou quand vous êtes à l'avion et vous voulez utiliser cette application, il ne va pas fonctionner parce que ça nécessite impérativement l'accès à Internet. Par exemple, Facebook, Google Maps, il y a beaucoup d'applications, YouTube, il y a beaucoup d'applications au niveau de nos smartphones actuels qui nécessitent d'avoir la connexion Internet, sinon ils ne vont pas fonctionner. Lorsqu'on veut créer une stratégie de test pour les applications mobiles, face à nous, il y a plusieurs défis. Par exemple, plateformes multiples et fragmentation des types d'appareils, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs types et versions d'OS, de types de taille d'écran et de qualité d'affichage. Ça, c'est sûr. Sur le marché mondial, on a plusieurs téléphones et chaque téléphone a sa particularité. Il a un affichage différent. Si on prend les Samsung, ils n'ont pas le même affichage que les iPhones. Du coup, on ne peut pas prendre un iPhone et faire toutes les tests parce que on va pas aborder les tests de l'affichage au niveau de Windows ou au niveau de, par exemple, au niveau du Samsung. Du coup, là, on a, comme on a dit, il y a plusieurs plateformes. Il y a l'Android, il y a l'OS et tout ça. Et aussi, on a plusieurs affichages, plusieurs types et aussi la qualité d'affichage. Parfois, on constate qu'il y a un téléphone qui est mieux au niveau de la qualité d'affichage par rapport à un autre. Mais nous, au niveau de notre application, il doit être avec une bonne qualité, quel que soit le téléphone. Du coup, on doit être dans l'obligation de la possibilité de la tester dans plusieurs équipements. C'est pour cela parfois, lorsqu'on n'a pas, comme on a vu, parfois lorsqu'on n'a pas les moyens, c'est mieux d'utiliser quand même les simulateurs comme on a vu avec le navigateur. Vous pouvez changer la configuration et vous pouvez faire la simulation comme quand vous avez un iPhone ou vous avez un Samsung. Là, différences matérielles dans différents appareils, différents types de capteurs et difficultés à simuler les conditions de test pour les ressources limitées du processeur et de la RAM. Là, il veut dire que comme quoi on a un téléphone qui a par exemple plusieurs équipements dedans. Par exemple, on a le micro, on a la caméra et on a plusieurs ressources et on doit vérifier est-ce que par exemple on a notre application dedans, est-ce qu'on va pas avoir, est-ce qu'on va pas consommer la totalité de la charge du téléphone, est-ce qu'il va bugger, est-ce que par exemple si on utilise une autre application, et par exemple on écoute de la musique et où on passe un appel et on a l'accès à notre application, par exemple on est sur YouTube et quand même on passe un appel, normalement on doit pas avoir un problème. Ou par exemple, je suis en train de lire un document dans une application et je suis en train de passer un téléphone. Du coup, lorsqu'on doit tester, on doit faire attention que la communication, lancement de notre application et lancement de notre utilisation, par exemple la musique, le téléphone, l'appel téléphonique, tout ça, ça n'impacte pas l'utilisation de l'application qu'on est en train de tester correctement. Aussi, comme on a dit, variété d'outils de développement, de logiciels requis par les plateformes, différence de conception et aussi l'expérience utilisateur par rapport aux plateformes. Et tout ça, ça rentre en jeu. On doit s'assurer auprès de l'expérience utilisateur quelles sont les applications qui sont les plus attractives pour les personnes. Et qu'est-ce que, par exemple, le target, par exemple, le type de personnes qui vont utiliser l'application. Qu'est-ce que normalement pour eux très avantageux? Est-ce que c'est les couleurs, la musique, une application pour les enfants? C'est pas la même chose pour les adultes. Du coup, tout ça, on doit le prendre en considération. Et effectivement, on a plusieurs types de réseaux et de fournisseurs.
Par exemple, ça se trouve qu'il y a une application qui fonctionne correctement, qu'on a par exemple SFR, et on a, lorsqu'on lance par exemple, on a le type de réseau avec par exemple Free, on constate qu'il y a des problèmes, il y a des lenteurs et tout ça. Tout ça, on doit le vérifier si on a la possibilité de prendre en considération. C'est pour cela, si on est en train de faire une application pour un autre pays, c'est mieux quand même, lorsqu'on effectue les tests, qu'on demande des personnes qui ont le type de réseau et de fournisseur de ce pays. Par exemple, je suis en train de créer une application pour les personnes qui sont aux États-Unis. Même si j'habite pas aux États-Unis, actuellement, il y a plusieurs sites qui ont freelancing où je vais demander au niveau de ma description, comme quoi je demande qu'il y ait des personnes où ils ont ces téléphones avec ces caractéristiques, avec les fournisseurs différents. Comme ça, je peux augmenter les chances qu'on a pu couvrir tous les points. Et par la suite, je vais lui demander qu'il fasse les tests. Ça, on le trouve pas mal de fois sur les tests, sur les sites de freelancing, comme quoi ils demandent que les personnes qui sont en France, ou que les personnes qui habitent aux États-Unis, parce qu'ils essaient de cibler ces personnes, parce que votre téléphone, il a des caractéristiques qui nous permettent de faire les tests et de couvrir quelques tests qu'on ne peut pas les faire à distance. C'est ça. Vous avez un type de réseau. Vous avez vraiment en réalité, vous êtes en train de faire par exemple vos courses. Ça se peut qu'ils vont vous dire de faire vos courses par exemple au quotidien, de se déplacer d'un endroit à un autre et d'effectuer les tests pour savoir est-ce qu'il n'y a pas un problème de communication de l'application lorsque vous faites par exemple ou de changer de Wi-Fi au 4G. Est-ce que lorsque vous changez de Wi-Fi au 4G, il n'y a pas un problème au niveau d'accès à l'application? Tout ça, ça rentre en jeu pour élaborer une stratégie de test et pour s'assurer qu'on vérifie tous les points. Autre point, on doit vérifier ou prendre en considération lorsqu'on est en train d'élaborer notre stratégie de test, c'est d'avoir les appareils disposant de faibles ressources. Là, normalement, notre application ne doit pas consommer beaucoup de charges, beaucoup de ressources au niveau du téléphone, parce que pour les personnes qui ont des téléphones avec de faibles ressources, une fois qu'ils vont l'installer, ça se peut qu'il va bloquer le téléphone ou il va bugger, rien ne fonctionne. Du coup, la majorité, ils vont la désinstaller. C'est mieux de vérifier aussi sur des appareils qui n'ont que des faibles ressources pour s'assurer que notre application fonctionne correctement. C'est juste pour réussir l'expérience utilisateur, et comme ça, on est sûr que ce type de personnes qui ont des téléphones avec de faibles ressources, que aussi peuvent installer et utiliser notre application. Différents canaux de distribution pour les applications, différents utilisateurs et groupes d'utilisateurs. Comme on l'a dit, ici, qu'il y a plusieurs utilisateurs et groupes d'utilisateurs, que ce soit les personnes âgées, les jeunes, les enfants. Et c'est pour cela on doit cibler notre target, c'est-à-dire le type de personnes qui vont installer notre application. On doit s'assurer qu'on englobe tous les moyens pour les attirer à utiliser et rester en utilisant notre application. C'est pas juste installer une application. Ça nous arrive pas mal de fois qu'on installe une application et au bout de 5 minutes, on la désinstalle parce que vraiment on constate que ça sert à rien. Et c'est pas le but. Même s'il y a plusieurs choix, normalement, on prend en considération parfois les avis des personnes et parfois même si on l'installe, soit qu'il n'est pas adapté à notre utilisation, soit qu'il plante, ou carrément on trouve qu'il n'est pas intéressant, soit les couleurs ils sont sombres, il n'est pas vivante, ou il n'est pas à jour depuis X temps. Du coup tout ça, ça prend en considération. Et pour une application, pour une personne qui l'attire et qui est jeune, c'est pas la même chose pour une personne qui est âgée de 60 ans ou de 70 ans. Ça se trouve que s'ils ont les mêmes intérêts, par exemple pour les personnes qui s'intéressent à tout ce qui est sport, quel que soit l'âge, ça se peut que si le thème du sport, ils vont être intéressés. Mais supposons par exemple pour tout ce qui est pour les jeux vidéo, ça se trouve que les tranches d'âge jouent un jeu très important, parce que les jeux vidéo pour une catégorie, c'est pas la même chose pour d'autres personnes. Par exemple, les personnes qui vont jouer du poker au niveau d'une application, ça se trouve que quel que soit l'âge,
il n'y a pas de problème. Mais supposons que c'est pour des jeux qui sont dédiés que pour les adultes et pour les enfants, on doit faire attention à ce qu'on présente, les couleurs, la musique et tout ça. Et là, et aussi pour les ressources, parce que on sait que par exemple pour un téléphone qui n'a pas assez de ressources, qui doit avoir la possibilité d'avoir notre application et d'autres applications en même temps qui tournent, parce que j'ai par exemple l'alarme, j'ai plusieurs applications qui tournent en arrière-plan, et lorsque j'utilise cette application, il ne doit pas bouffer la RAM ou il ne doit pas planter le téléphone. Aussi, on a différents types d'applications avec différentes méthodes de connexion. Comme quoi, on a l'application avec notre application doit être testée en Wi-Fi, en 4G, en 3G, quel que soit le type de connexion, on doit être capable d'utiliser cette application. Haute visibilité des retours résultant des défauts ayant un fort impact sur les utilisateurs et qui les poussent facilement à publier des commentaires sur les places de marché en ligne. Ça, on le voit sur, par exemple, l'App Store, Google, sur le Play Store ou l'App Store. Aussi, actuellement, il y a plusieurs sites où on demande aux applications, on demande à personne de laisser à vie l'expérience utilisateur, et ça peut, ça impacte soit positivement ou négativement au niveau de l'utilisation de cette application. On doit prendre en considération. Lorsqu'on effectue les tests, on doit se mettre à la place des types de personnes qui vont l'utiliser. On doit voir est-ce que tout est correct, et c'est pour cela, actuellement, il y a plusieurs sociétés qui utilisent le type de test qu'on demande à des personnes qui effectuent les tests, et par la suite, ils vont être rémunérés parce que c'est mieux que le type de personnes qui vont utiliser l'application, c'est eux quand même qui testent l'application. Mais quand même, avant qu'on envoie ces personnes, on doit déjà passer tous nos tests et s'assurer qu'on a éliminé plusieurs anomalies avant de demander à ces personnes de commencer d'effectuer ces tests. Avant, peut-être c'est la pré-production, avant le lancement officiel de l'application sur le net. Par la suite, il y a publication sur les places de marché qui nécessitent des cycles d'approbation supplémentaires par les propriétaires de celles-ci, tels que Google Play ou Apple Store. Ça, on le voit lorsqu'on veut, par exemple, partager une application au niveau de Google Play ou Apple Store. Ils vont vous demander de faire une vérification de cette application, et il doit avoir tous les points satisfaisants qui autorisent la publication de votre application. On ne doit pas oublier quand même qu'on va l'héberger, qu'on va la lancer dans une plateforme, Google Play ou App Store, et on attend que cette plateforme approuve notre application. On ne doit pas oublier ça, parce que on doit s'assurer déjà, on doit savoir les conditions de ces plateformes, et on doit les respecter, parce que si vous ne le respectez pas, même si vous faites le travail, l'application ne sera pas acceptée. Et ça c'est très important, parce qu'il y a des thèmes qui ne sont pas acceptés, il y a des sujets qui ne sont pas acceptés, il y a trop de choses où il y a des restrictions et il faut les respecter. Là, par la suite, il y a l'indisponibilité des appareils nouvellement lancés nécessite l'utilisation des simulateurs mobiles. On sait peut-être qu'il y a d'ici 2 ans, qu'il y a un téléphone qui va cartonner au niveau du marché, mais on n'a pas encore, et c'est pour cela, on n'utilise que les simulateurs en ligne, et on doit vérifier. On sait que la configuration, par exemple, la configuration de ce téléphone, c'est de telle taille, et on doit les vérifier juste au niveau de simulateur, comme on a vu avec le navigateur. On va le configurer et par la suite, on va effectuer les tests. Mais en aucun cas, on n'a pas la possibilité de tester sur l'équipement parce qu'il n'est pas encore lancé dans le marché actuel. Là, on a vu les défis qui nous attendent, et là, on doit voir l'impact de ces défis, comment on doit vérifier, comment on va mentionner tous les points au niveau de notre stratégie, parce qu'on a un grand nombre de combinaisons à tester. On a les versions qui est ancienne à tester. Du coup, on doit faire la rétrocompatibilité. On a un grand nombre d'appareils à tester qui augmente le coût de l'application. On a aussi des nouvelles fonctionnalités publiées dans chaque version de système d'exploitation. On a aussi des applications avec un processeur de faibles ressources où on n'a pas assez de quantité limitée de mémoire,
ou aussi on n'a pas d'espace de stockage. Du coup, on doit prendre tout ça en considération lorsqu'on va élaborer la stratégie de notre application mobile.